Bonsoir à toutes et à tous. Nous parlerons ce soir, bien évidemment, de ce conflit en Ukraine. La Russie a lancé, je vous le rappelle, jeudi dernier, une opération militaire en Ukraine. Le conflit entre les deux pays a éclaté dans un contexte de tension croissante avec les Occidentaux. La Russie, qui estime faire face à une menace sérieuse et très grande en Ukraine, réclame la fin de la politique d'expansion de l'OTAN et le retrait des forces américaines stationnées en Europe de l'Est. Des demandes rejetées par les Occidentaux. 5e jour des combats, la carte diplomatique est remise sur la table. Des pourparlers ont lieu aujourd'hui à la frontière. Moscou dit vouloir retrouver ou trouver un accord avec Kiev. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Le flot de réfugiés fuyant l'Ukraine enfle depuis jeudi. Plus de 360 000 réfugiés ont fui vers les pays voisins et leur nombre continue à augmenter. C'est ce qu'a annoncé le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Nous allons essayer de comprendre quels sont les véritables enjeux de ce conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Mustafa Hadem, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes politologue, merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est bon. Nous avons également avec nous Monsieur Mohamed Laïchoubi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes académicien, politologue, ancien ministre et ambassadeur. Merci d'être avec nous sur ce plateau, Monsieur Laïchoubi. Et nous avons avec nous également Monsieur Michel Collomb, bonsoir. Monsieur Collomb. Oui. Oui, bonsoir. Vous êtes donc journaliste et écrivain et vous avez créé le collectif indépendant Investigation. Merci de participer à notre débat ce soir. Avec plaisir. Alors avant d'entamer le débat, je vous rappelle bien sûr que nous déplorons malheureusement la perte d'un de nos ressortissants, un jeune étudiant algérien, Talbi Mohamed Abdelmonaim, âgé de 24 ans, Allah yarhamou, paix à son âme. Le défunt aurait succombé suite à une blessure par balle au niveau de la tête. Je vous propose à ce propos d'écouter Madame Taous Djebeli, envoyée spéciale chargée de la communauté nationale à l'étranger. Algérienne déplore le décès survenu le 26 avril à Kharkov d'un ressortissant algérien, Talbi Mohamed Abdelmonaim, âgé de 24 ans. Allah yarhamou. Nous avons été en contact avec le père du défunt, qui nous a confirmé cette triste nouvelle. Et notre ambassade s'est rapprochée des services hospitaliers. Et à cette occasion, je voudrais aussi dire notre appréciation de la communauté de ressortissants algériens vivant en Pologne et en Roumanie qui se sont spontanément présentés. Comme à l'accoutumée, la solidarité des Algériens envers leurs frères et sœurs dans la difficulté est connue et ils se sont présentés spontanément pour pouvoir héberger. Il y a une cellule de crise qui a été placée au niveau du ministère des Affaires étrangères. J'ai accueilli moi-même et les collègues de cette cellule. Nous accueillons les familles qu'ils souhaitent, nous les prenons au téléphone. Je sais que certains de nos concitoyens, de nos ressortissants disent qu'ils n'arrivent pas à joindre ce numéro. Il faut expliquer que devant l'affluence des appels, il peut arriver de temps en temps que ce numéro ne soit pas disponible. Voilà, bien vous l'aurez compris, les autorités algériennes disent suivre avec beaucoup d'attention et de façon continue la situation de nos ressortissants en Ukraine à la lumière des développements sécuritaires qui prévalent dans ce pays. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour leur prise en charge. Je vous propose d'écouter à nouveau l'envoyé spécial chargé de la communauté nationale à l'étranger, Mme Taous Djebeli. Nos représentations diplomatiques en Pologne et en Roumanie ont entrepris les démarches nécessaires pour faciliter l'entrée de nos ressortissants depuis l'Ukraine. En définitive, les autorités hongroises aussi, en plus de la Pologne et de la Roumanie, même la Moldavie, où malheureusement nous n'avons pas d'ambassade, ont toutes confirmé que les résidents étrangers en Ukraine peuvent se rendre dans les 4 pays sans visa, mais avec un passeport en cours de validité. J'insiste sur cette question parce que beaucoup de nos ressortissants se sont présentés au poste frontalier sans passeport en cours de validité, et là il y a des difficultés. Justement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce que l'on fait, c'est on demande aux gens, à nos ressortissants qui sont encore à Kiev, en Ukraine, s'ils n'ont pas de passeport en cours de validité, de se rendre auprès de notre ambassade pour se faire délivrer des passeports d'urgence. Nous essayons avec nos représentants en Pologne et en Roumanie
qui ont dépêché des personnes aux frontières de délivrer des passeports d'urgence quand cela est possible. Je ne peux pas vous dire la date précise parce que vous comprenez que pour dépêcher un avion, il faut qu'il y ait un certain nombre de ressortissants qui soient regroupés. Je pense que vraiment dans les 48 heures, nous saurons parce que je pense que ces derniers jours, à partir d'aujourd'hui où le couvre-feu a été levé à Kiev, il y aura certainement un afflux de ressortissants vers les postes frontaliers polonais et roumains. Je ne peux malheureusement pas vous donner les chiffres exacts parce qu'ils sont encore souvent sur les frontières de ces pays. Je peux vous dire qu'il y a
à l'Organisation de la coopération de Shanghai. Ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup trop peu en Europe et aux États-Unis, mais c'est probablement le phénomène majeur qui est en train de nous faire basculer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Et donc, on ne sait pas quelle va être la réaction des États-Unis. Il y a une part d'irrationalité là-dedans. Ils n'ont pas de solution. Je rappelle que les États-Unis sont aussi un pays en crise à l'intérieur profonde, extrêmement divisé. Je n'ai pas besoin d'expliquer. La crise sociale est énorme, les frustrations aussi. Donc, une bonne guerre, c'est le truc habituel pour détourner l'attention et trouver un méchant à l'extérieur pour que les gens ne se posent pas trop de questions sur l'intérieur. Donc oui, on est dans un changement fondamental d'époque, oui, de rapport de force. Mais je voudrais souligner une dernière chose, si vous me le permettez. Vous avez parlé des dépenses d'armement qui vont augmenter en Allemagne et en Europe. Pour moi, je suis scandalisé parce que dans mon pays, il y a de plus en plus de pauvreté. On donne de l'Occident une image de richesse, tout le monde vit bien, etc. La pauvreté se répand, il y a des gens qui ne savent plus payer le médecin pour leurs enfants, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, il y a des gens qui sont obligés de manger, de dormir dans la rue, de plus en plus, quand vous circulez à Bruxelles, vous voyez ça. Et donc, on ne fait rien pour les écoles. Les hôpitaux, quand on a eu le Covid, on avait fermé 100 000 lits en France, 35 000 lits en Belgique, dont on aurait eu beaucoup besoin. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Donc, je crois que, pas seulement comme journaliste, mais comme citoyen, on a vraiment un devoir de dire arrêtez de mettre de l'argent dans tous ces armements qui ne servent à rien, qui ne servent qu'à créer des fortunes, qui ne font qu'aggraver les problèmes. Mettez l'argent dans le social, laissez les peuples des autres pays décider de leur sort et cessez de vous prétendre être le maître du monde qui doit aller régler les problèmes partout. Vous avez suffisamment de problèmes chez vous, occupez-vous de ça. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un fait. Il y a des responsables européens qui ont aujourd'hui rappelé que ce conflit a finalement dévoilé un peu la faiblesse du G7, du G20, de l'ONU, de l'OTAN même, qui était pour certains en mort cérébrale. Il faut aller vers le multilatéralisme aujourd'hui, Monsieur Rechoubi. Peut-être repréciser quelque chose. Est-ce que cet événement est venu comme ça d'un seul coup et monté en cadence? À mon sens, non. Oui. À mon sens, au contraire, il faut le souligner, la Russie, et donc à travers son premier responsable Poutine, a totalement planifié de façon rigoureuse cette montée en cadence et donc le conflit militaire. Pourquoi? Et on l'a expliqué, on avait dit que ça avait des racines profondes. De Poutine, il a pris soin d'abord de façon spectaculaire de moderniser son potentiel militaire. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, il intervient dans cette action militaire après avoir constitué une capacité financière énorme, colossale. 673 milliards de dollars de réserves de change, 2300 tonnes or. Il a soigneusement préparé avec une dédollarisation de l'ensemble de son système et il a attendu une montée extrêmement favorable. N'oubliez pas la montée des prix du point de vue énergétique. Donc des positions de force. Et cela a été dit tout à l'heure, j'y reviens dessus parce que ça c'est l'élément essentiel. Il s'adosse à une mutation, une inversion de l'économie mondiale majeure. Et donc... avec les événements de Syrie, avec les événements répétés, il s'affirme comme puissance mondiale et en plus dans des zones absolument stratégiques, c'est-à-dire dans toutes les zones de production des énergies fossiles, donc au Moyen-Orient, à telle enseigne que, si vous voulez un élément illustratif, c'est cette collaboration entre l'OPEP et la Russie, notamment l'Arabie saoudite, et bien, vous, les pays du Golfe, toute la position de l'ensemble de ces pays sur cet événement, donc il reste équidistant. Alors maintenant, l'inversion de l'économie mondiale, c'est important de le souligner. La Chine était, en 1976, pesait 1% de l'économie mondiale. 30 ans après, elle pèse 7%, donc elle a multiplié par 7. Donc on sent qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui. Non, si vous voulez, l'agacement des grands pays et l'enjeu réel, c'est qu'on sent qu'il y a un nouveau monde qui vient et que chacun essaye de s'armer, d'avoir des cartes stratégiques. Le seul excédent du commerce extérieur chinois représente l'intégralité du PIB de la Pologne qui est la
21e économie mondiale. L'ensemble des ventes, c'est-à-dire des exportations chinoises, représente la 5e économie mondiale qu'est la Grande-Bretagne. Et donc, si vous voulez, quand vous regardez cette alliance qui a été mise en place, Poutine, qui a travaillé à une relation avec la Chine et l'Iran, cela veut dire que face à un monde, le système monde que nous évoquions tout à l'heure, États-Unis, Canada, Union européenne, Japon, il y a un autre monde qui se tisse pour faire face. Oui. Et donc ces équilibres, alors nous allons avoir, avant que ce nouveau monde mette le cap, nous allons vivre des périodes transitoires très difficiles, notamment des pays comme nous, les pays pivots, parce que, cela a été dit, je le répète, on fait des guerres interposées. L'Ukraine, c'est une guerre interposée. Oui, la Syrie, c'est une guerre interposée. Oui. Et donc, c'est cela. Alors, on va parler peut-être aussi de ce contexte économique. Ce qu'on comprend aujourd'hui, d'après ce que vous disiez, M. Lachapelle, c'est finalement que pèse l'Europe face à ce triangle, hein, Russie, Chine et Russie. Hein. Il y a un contexte économique aussi derrière. Il y a eu des sanctions économiques imposées à la Russie. L'Europe qui ferme son espace aérien à la Russie. Les États-Unis, non. Finalement, l'Europe, elle aussi, va se retrouver impactée par ces mesures. D'abord, sur le plan économique. D'abord, un mot sur les sanctions. Nous avons vu que les sanctions des États-Unis et de l'Europe contre l'Iran, pendant ces 40 dernières années, ont permis à l'économie iranienne un essor qu'elle n'aurait pas eu s'il n'y avait pas ces sanctions. Une autosuffisance sur le plan agroalimentaire, une industrie militaire en plein essor, la médecine, la recherche médicale en plein essor. Il y a, vous savez, on est d'accord pour dire qu'elles n'ont réellement jamais abouti, n'ont pas d'impact. D'autant plus, oui, comme le disait maintenant M. Lachapelle, la Russie fédérale, depuis l'arrivée de Poutine, et même dans les périodes où Poutine était Premier ministre, c'est fixer un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif, c'est d'avoir une économie forte, ouais, qui sera, bien sûr qu'elle sera impactée, mais elle sera moins impactée dans l'essentiel. Le pays, la Russie est un pays l'un des plus grands pays en matière de céréales. Sur le plan énergétique, de blé. Oui, sur le plan énergétique, la Russie n'a aucun problème. Ouais. C'est-à-dire sur l'essentiel, la Russie n'a pas de problème. Et puis elle peut compter sur le soutien de la Chine également. Elle peut compter d'abord sur le soutien de la Chine, sur le soutien de l'Iran. Ouais. Et sachez que les sanctions, à un moment donné, quand ils seront intolérables, la Russie fera intervenir ses escortes militaires pour lever. Ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas la Libye, c'est la Russie fédérale. Ils toléreront à un moment donné, au-delà duquel il y aura tolérance zéro. Vous savez comment les États-Unis arrivent à imposer les sanctions? Parce que l'essentiel du commerce mondial est libellé en dollars. Nous allons aller dans quelques années vers d'autres monnaies. Oui. Pas spécialement la monnaie chinoise. Ça a été discuté entre la Russie et la Chine. Et la Chine. Oui. Et ça, on ira, vous savez, les réserves d'or qui ont été réalisées aussi bien par la Chine, par la Chine et par la Russie. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. On a assassiné Muammar al-Kadhafi parce qu'il a acheté beaucoup d'or sur le marché mondial avec l'idée d'avoir une monnaie africaine. Oui. Et que, au-delà de toute chose, la première raison que le capital mondial a utilisé, c'est celle-ci. Alors, juste une petite parenthèse que j'ouvre également, quand vous disiez ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas l'Afghanistan, ce n'est pas la Libye. Je reprends un petit peu, on parlait de cette montée d'extrême droite aussi en Europe. On fait une comparaison assez très légère en disant ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas comme en Syrie, comme en Irak. Il y a une banalisation de ce qui se passe ailleurs et pas chez eux. Vous savez, l'arabe ne pèse pas aussi lourd que l'européen. Nous n'avons pas vu l'Europe, lors de l'agression de l'Irak
pour des raisons fallacieuses. Nous rappelons de M. Colin Powell, qu'il repose en paix, secrétaire d'État, arrivé avec une petite fiole et mentir d'une manière éhontée à la communauté internationale. 6 millions d'Irakiens ont été assassinés pour des raisons fallacieuses. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. La Libye a été détruite. Et vous savez, la Libye a été l'action de trop de l'Occident qui a fait que la Chine et la Russie ne se laisseront plus faire. Nous avons vu juste après la tentative de déstabilisation pour des raisons énergétiques. Parce qu'il faut rappeler que la Libye a été attaquée pour des raisons énergétiques et bien sûr géostratégiques, celle de la protection de l'entité sioniste. Mais il y a eu des enjeux énergétiques qui existent aussi dans ce conflit. Et qui existent sur le Nord Stream, sur ce conflit. On va y arriver. Je vais juste faire rebondir, Monsieur Collomb, si vous voulez bien, sur cette guerre d'information, cette propagande de guerre aujourd'hui utilisée par les médias. Et puis je disais comment ils arrivent à parler de ces guerres menées en Syrie, en Irak, et de la comparer avec une telle discrimination, légèreté ahurissante face au conflit ukrainien. Oui, on est dans le deux poids, deux mesures, qu'on pourrait résumer en disant ce que les États-Unis font, c'est bien, ce que les Russes font, c'est toujours mauvais. Et effectivement, j'avais une discussion hier avec des amis qui ne suivent pas très fort la politique, mais qui écoutent nos télévisions, nos quotidiens. Et ce qui est très important dans cette propagande de guerre, c'est que vraiment, il s'agit d'un véritable lavage de cerveau, on doit employer ce genre de terme, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai résumé pour mettre en garde, pour essayer d'appeler les gens à se défendre contre la manipulation qui leur fait du tort en fait, parce qu'on prend leur argent pour aller massacrer des gens ailleurs, pour provoquer des problèmes, pour exacerber le terrorisme, au lieu d'utiliser cet argent pour résoudre leurs problèmes sociaux et financiers. Et donc, je résume ça comme mise en garde en disant que dans chaque guerre, on applique les 5 principes de la propagande de guerre, occulter les intérêts économiques, cacher le fait qu'il s'agit des profits des multinationales et de la domination économique du monde, occulter l'histoire, toujours cacher ce que le colonialisme a fait et qui explique beaucoup les conflits locaux, qui peuvent avoir une dimension bien entendu, diaboliser l'adversaire, toujours cacher qu'on s'en prend à un peuple et qu'on fait un tort aux classes sociales populaires, et diaboliser en personnalisant et en disant voilà, c'est Poutine, c'est Assad, c'est Kadhafi, c'est un fou, c'est Hitler, il a des armes, ceci, cela, etc. Inverser l'agresseur et l'agressé, ça, il suffit de rappeler l'exemple d'Israël et de la Palestine, on est en plein dedans, mais c'est tout le temps. Et un 5e principe de la propagande de guerre, c'est monopoliser l'information, c'est-à-dire empêcher le débat. Des gens comme moi, comme Anne Morelli, comme Chomsky, etc., sont interdit d'antenne sur ces questions en France, en Belgique, en Europe occidentale, etc. On nous bassine les oreilles avec le fait que nous défendons la démocratie et que nous devons défendre la démocratie partout dans le monde. Il n'y a aucune démocratie d'information et de débat dans un pays comme le mien. Il y a un semblant de débat, mais il y a le refus de confronter les opinions des uns et des autres pour que les citoyens puissent se faire une opinion. Ça vaut sur Cuba, sur le Venezuela, sur la Bolivie, sur la Palestine, sur la Libye, la Syrie, maintenant sur l'Ukraine. On est vraiment dans un phénomène de censure. Et d'ailleurs, vous avez un phénomène extrêmement clair, Ursula von der Leyen qui veut maintenant interdire la chaîne Russia Today qui donne une information avec l'autre point de vue. On peut partager ou ne pas partager, mais on entend un autre son de cloche. Et est-ce qu'on estime que les citoyens ne sont pas capables de se faire une opinion entre les différents avis qu'ils entendent? La véritable raison de cette interdiction, c'est que les médias européens
cachent des choses à leurs citoyens et ne savent pas quoi répondre aux choses qui sont dites par Chatoudé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des erreurs, tout journaliste commet des erreurs, bien entendu, on peut toujours être influencé par ceci ou cela, mais la meilleure manière de tirer ça au clair, c'est de faire un débat contradictoire et de traiter les gens en adultes, mais on n'est pas du tout là-dedans. On va essayer d'avancer dans le débat. Il nous reste vraiment 10 minutes. On va essayer d'être rapide sur plusieurs questions qui nous restent aussi à déterminer. Vous parliez des enjeux énergétiques tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait pour les États-Unis, le contrôle de l'Ukraine répond à 3 objectifs principaux. On l'a dit tout à l'heure. Donc renforcer l'OTAN, affaiblir la Russie et contrôler les routes du gaz très rapidement, s'il vous plaît, Monsieur Laïchoubi, sur cette question. Oui. Très rapidement, on va essayer. Oui, je sais qu'il faudrait encore plusieurs heures pour... Oui, certainement. Non, il y a peut-être dans ce débat, pour le nourrir et que l'auditeur comprenne très bien, 2 ou 3 éléments, si vous permettez, sur lesquels je vais revenir. D'abord, on a parlé de l'Europe, très rapidement, c'est le double langage européen, notamment les puissances à l'intérieur de l'Europe. Pourquoi double langage? Parce qu'ils sont intégrés totalement au système que nous venons d'évoquer. Ils en tirent bénéfice sur le plan stratégique. Ils se taillent des zones d'influence. Vous prenez la puissance française au Sahel. À l'époque, elle revendiquait la Syrie, elle revendiquait le Liban, et c'est là qu'elle intervenait. Et en même temps, ils estiment que les États-Unis ne coordonnent pas suffisamment. L'enjeu réellement est un enjeu hégémonique, il faut le rappeler. Donc ils sont... Une partie de l'Europe est totalement dans la philosophie hégémonique. Et donc, quand ils évoquent les questions dites démocratiques, ce n'est pas totalement vrai. Ils sont dans un système qui se taille ses intérêts grâce à des interventions géostratégiques majeures, conflits armés, avec des catastrophes que nous pouvons évoquer, cela a été dit, la Libye, etc. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que nous sommes à un nouveau Yalta. Les 70 dernières années de monopole de la triade, parce qu'on peut dire l'Occident, mais en réalité, ça n'est pas vrai que c'est l'Occident, parce que c'est des types de gouvernance, c'est une philosophie politique qui n'est pas, certainement pas partagée par l'ensemble des populations de l'Occident. Et donc, cette triade-là impose, elle a dominé le monde durant 70 ans, ça n'est plus possible. Le monde, l'inversion économique n'est pas économique, elle est aussi militaire de défense avec l'émergence de la Chine, ça a été dit, avec l'émergence de la Russie. Et donc nous sommes au bord donc, de la construction d'un nouveau système avec une redistribution des cartes. Oui. Alors à l'intérieur de l'Europe, vous avez des pays qui ont des philosophies différentes. Vous avez l'Allemagne qui, elle, n'a pas une vision ultra-militariste comme un certain nombre d'autres pays, c'est-à-dire qu'elle n'arrache pas... Mais comme l'Allemagne et l'Europe, aujourd'hui, pour revenir à cet enjeu... Elle n'arrache pas d'avantages commerciaux grâce à son armée, comme le fait la puissance française. Donc vous avez des philosophies totalement différentes. Et donc l'Allemagne, qui a une capacité, une puissance technologique industrielle, sa prétention, c'est de construire une coopération énergétique, c'est d'avoir une Europe qui a une autre vision de collaboration et de coopération. Si vous levez la vision hégémonique, vous risquez, ça les Américains l'ont très bien compris, de trouver une Allemagne plus proche du multilatéralisme chinois et plus proche de la Russie. Donc derrière tout ce débat, et on l'a dit, le risque c'est pour un certain nombre de pays, soi-disant les questions nationalistes, les souverainistes, quand vous voyez dans les élections présidentielles en France, quasiment 60 à 65% de l'expression est une expression quasiment raciste et autre. Vous voyez donc que dans la construction du nouveau monde qui arrive, les bellicistes, les philosophies bellicistes et ceux qui ont une autre prétention. Il me semble que ça, c'est des questions qu'il faut mettre en évidence. On n'a pas vraiment le temps de développer tout cela. Non, merci. Mais il est utile de les rappeler et d'insister de façon On aurait importante. voulu avoir plus de temps. Malheureusement, nous n'avons plus que quelques minutes pour clore. On va revenir sur cet enjeu énergétique. L'Union européenne reste dépendante aujourd'hui du gaz russe. Vous parliez du Nord Stream 2 qui a été carrément freiné par les États-Unis parce qu'eux aussi avaient des prétentions sur la vente de leur gaz de schiste pour l'Europe. Il y a toujours des enjeux stratégiques, économiques derrière. Aujourd'hui, avoir la main sur les routes du gaz et du pétrole est un enjeu stratégique. Oui, nous l'avons vu, la guerre qui a été déclenchée par un certain nombre de pays européens et par les États-Unis contre la Syrie. Je reviens sur la personnification, pas contre Bachar al-Assad,
la guerre a été déclenchée par implosion, c'est la guerre de 4e génération, en utilisant des Syriens contre des Syriens pour des raisons énergétiques, pour empêcher la construction d'un pipe qui allait traverser la Syrie. Nous l'avons vu avec le Nord Stream. Je vais vous dire, sur le plan énergétique, ce n'est pas les États-Unis qui vont avoir... ce n'est pas l'économie, ni les citoyens américains qui seront impactés. Avec le problème énergétique, c'est l'Europe qui va être impactée et c'est l'Europe qui va, j'allais dire, précipiter sa déliquescence économique qui est déjà engagée. En face, vous avez la Russie qui est grand producteur de pétrole, grand premier producteur de gaz, et à côté, vous avez une Chine qui est grande consommatrice de gaz et de pétrole. Donc ça constitue un marché qui se complètent. Et je pense, comme le disait M. Laïchoubi, il faut plusieurs émissions pour donner suffisamment d'éclairage. Je vais donner le mot de fin à M. Collomb, s'il vous plaît. Justement, les pourparlers, je le disais, ont lieu donc aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. À quoi doit-on s'attendre? À ce qu'on peut espérer une désescalade? Et puis, je rappellerai aussi que l'Union européenne arme aussi l'Ukraine. Les civils sont armés, ce qui ne présage rien de bon réellement sur la suite. Écoutez, très rapidement, s'il vous plaît. Ça, c'est la question qu'il ne faut pas trop poser parce qu'il y a tellement de choses que nous ne savons pas et qu'on ne nous dit pas qu'on ne peut pas faire des prévisions. Moi, je souhaite qu'il y ait un cessez-le-feu, je souhaite que les souffrances des populations prennent fin, je souhaite que l'Ukraine, en fait, devienne non pas un foyer de tension et de manipulation et de guerre par intermédiaire, comme cela a été dit tout à l'heure, mais devienne un pont entre l'Est et l'Ouest, que je crois que nous avons besoin d'échanges, de respect, de solidarité, de commerce honnête, et j'espère vraiment qu'on va avoir cette désescalade, qu'on va avoir un vrai statut de neutralité et d'amitié, mais je voudrais dire une chose, on doit moins se poser la question à quoi faut-il s'attendre que se demander qu'est-ce que je veux faire pour que ça aille dans ce sens-là. Et pour moi, comme je le dis toujours, c'est la bataille de l'information, c'est-à-dire qu'on doit cesser, ici en Europe en tout cas, d'être passif face à cette information qui nous manipule et qui nous empêche de comprendre les conflits et qui, en fait, c'est une information contre la paix. Il y a une volonté de contextualiser les conflits justement pour cacher les véritables enjeux. Merci à vous messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt.